Je suis une femme de 24 ans et j'habite dans une banlieue d'une grande ville depuis le début de la pandémie. J'ai perdu mon emploi et j'ai fini par accumuler du retard sur mes factures et le paiement de mon loyer, car il était très difficile de trouver du travail pendant cette période. Souvent, je devais compter sur mes parents pour couvrir certaines de mes dépenses. Comme eux aussi avaient des difficultés financières, il leur était difficile de s'occuper de leurs propres responsabilités, ce qui me faisait me sentir mal, et je me promettais de leur rendre l'appareil un jour. Un jour, après une grosse dispute avec mon propriétaire au sujet de paiement en retard, bien qu'ils connaissent parfaitement ma situation, j'étais très contrarié et je passais une très mauvaise journée. J'ai donc décidé de texter mon copain pour voir s'il pouvait me remonter le moral d'une façon ou d'une autre. Nous avons commencé à échanger des messages, et à un moment donné, je lui ai envoyé une photo de moi dans une tenue que je trouvais mignonne. Cependant, dès que la photo a été envoyée, sa réponse m'a totalement prise par surprise. « Chérie, c'est qui ça derrière toi ?» Au début, j'étais un peu confuse. J'ai alors regardé à nouveau la photo, et j'ai zoomé pour voir une silhouette noire apparaissant à la sortie de mon placard. Mon sang s'est glacé. Je n'osais pas me retourner pour voir ce qui se trouvait derrière moi. Pendant ce temps, mon copain a commencé à m'envoyer des textos frénétiques, me demandant si tout allait bien. Je suis sorti calmement de ma chambre, j'ai verrouillé la porte, puis je suis descendu en courant pour aller chercher le gardien de sécurité et lui ai expliqué toute l'histoire, presque en larmes. Inutile de dire que nous avons pris l'ascenseur pour monter à mon appartement, et ce que nous avons trouvé là-bas me glace encore le sang aujourd'hui. La porte de mon placard était grande ouverte, tout comme ma fenêtre. Pourtant, cela n'avait aucun sens, car j'habitais au 7e étage de l'immeuble, et il n'y avait aucune chance que la personne qui se trouvait dans mon placard ait pu sauter par la fenêtre. Je ne sais toujours pas quoi penser de cette expérience à ce jour. Je vis seul dans une petite maison d'une chambre. Pour moi, c'est la taille idéale, et j'y habite depuis environ 1 an. Mais peu de temps après avoir emménagé, j'ai vécu une expérience terrifiante. C'était un soir, j'étais assise dans le salon en train de regarder la télévision. J'étais très à l'aise sur mon canapé, il devait être environ 22h30. Soudain, j'ai commencé à entendre un bruit venant de l'autre côté de la maison. C'était assez discret, on aurait dit que ça venait de l'intérieur des murs. Immédiatement, j'ai commencé à craindre le pire, à savoir qu'il y ait des souris dans la maison. Mais j'allais bientôt découvrir que c'était autre chose. J'ai baissé le volume de la télévision pour écouter de plus près. Finalement, j'ai entendu à nouveau le bruit, mais je ne parvenais toujours pas à déterminer ce que c'était. Alors, je me suis dirigé vers l'endroit d'où il provenait. J'ai traversé le salon en direction du garde-manger puis du garage attenant. C'est là que j'ai réalisé que le bruit venait du garage. J'entendais quelqu'un marcher à l'intérieur. J'étais un peu effrayé, mais j'ai ouvert la porte du garage pour jeter un coup d'œil. C'était un petit garage pour une voiture et il y faisait très sombre. J'ai allumé la lumière, mais elle n'était pas très puissante. Je pouvais cependant mieux voir, mais je n'ai vu personne. J'ai regardé tout autour et il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas beaucoup de place, mais plus je gardais la porte ouverte et cherchais, plus je me sentais mal à l'aise. J'ai fini par refermer la porte et je suis retourné à l'intérieur. J'ai continué à écouter, espérant que la personne qui se trouvait là partirait sans essayer d'entrer dans la maison. J'ai écouté pendant un moment, mais je n'ai plus rien entendu. J'ai donc pensé que le fait d'ouvrir le garage avait fait fuir la personne, si elle était encore là. Finalement, j'ai pu retourner à mon émission de télévision, et plus tard, je me suis senti fatigué, et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, en me réveillant, j'avais complètement oublié ce qui s'était passé la veille. Je suis sorti de ma chambre, et je suis allé dans la cuisine, mais je me suis figé. J'ai remarqué que la porte d'entrée de la maison était grande ouverte. Je me suis dirigé vers la porte du garage et j'ai vu qu'elle aussi était ouverte. Cela m'a vraiment fait froid dans le dos, car évidemment, je les avais fermées et verrouillées la veille. J'ai fouillé toute la maison, mais il n'y avait personne. Quelqu'un avait été dans ma maison la nuit précédente. Je ne sais pas qui c'était ni comment ils sont entrés. Je suis juste soulagé qu'ils soient partis. Depuis, je n'ai plus eu de problème. Je suis une femme,
et à l'époque de cette histoire, j'avais 17 ans. Après avoir obtenu mon diplôme de lycée, la maison familiale a été saisie car elle n'était plus habitable et avait changé de propriétaire. Nous avons donc fait nos valises et déménagé à Robinsonville, en Caroline du Nord, où le mari de ma grand-mère avait une maison dans les montagnes des Smoky Mountains. Pour que vous compreniez la disposition des lieux, lorsqu'on vit à flanc de montagne, le voisin le plus proche est probablement à environ 1 kilomètre. La plupart des maisons dans la rue où nous vivions étaient soit abandonnées, soit il n'y avait jamais aucun signe de vie. J'aimais beaucoup faire des petites randonnées seul dans la montagne en écoutant de la musique. J'aimais aussi laisser ma fenêtre ouverte pendant la journée, pour que la lumière naturelle et l'air de la montagne entrent dans ma chambre. Un soir, alors que tout le monde dormait en bas, ma sœur et moi étions encore éveillés dans notre chambre à l'étage lorsque soudain, le courant a été coupé. J'ai attrapé ma lanterne, quelques crayons de couleur et du papier, et je me suis assise par terre pour dessiner, puisqu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Ma sœur a quitté la pièce pour aller aux toilettes. Elle n'était partie que depuis quelques instants lorsque j'ai entendu une voix de l'autre côté de ma chambre. C'était une voix grave, clairement celle d'un homme qui a dit « Salut bébé ». Je me suis figé sur le sol, et mes yeux se sont immédiatement tournés vers mon placard. Je ne savais pas exactement d'où venait la voix, mais tout en moi criait que c'était du placard que venait ce son. Je suis resté figé pendant quelques secondes, complètement choqué, avant de me lever et de sortir en courant de la chambre, en claquant la porte derrière moi. Il était environ minuit quand c'est arrivé. J'ai commencé à frapper frénétiquement à la porte de la salle de bain, et ma sœur est sortie en me demandant ce que je faisais. J'essayais, en bégayant, de lui expliquer ce qui venait de se passer. Elle était tout aussi effrayée que moi, et nous sommes toutes les deux descendues dans la chambre de ma grand-mère pour lui raconter l'histoire. À moitié endormie, elle a cherché sous son oreiller et m'a tendu son arme, puis elle nous a renvoyés. À contre-cœur, nous sommes remontés et nous avons passé la nuit dans le salon. Nous n'avons pas dormi du tout. Nous sommes restés éveillés, à jouer à des jeux de société toute la nuit, en parlant de nos souvenirs du lycée. Je pense que ma sœur sentait à quel point j'étais bouleversé et qu'elle essayait de me changer les idées. Vers 6 heures du matin, après que le courant soit revenu et que le soleil se soit levé, nous sommes retournés dans notre chambre. En entrant, nous avons vu que la porte du placard était grande ouverte, tout comme la fenêtre de la chambre. Depuis cet incident, j'ai toujours gardé ma fenêtre verrouillée et mes stores fermés jusqu'à ce que je déménage quelques mois plus tard. Rien que d'y penser, cela me donne encore des frissons, car à l'époque, personne n'a vraiment pris la situation au sérieux. Cet homme était très probablement dans ma chambre, et il aurait pu sortir à tout moment et nous faire n'importe quoi. Heureusement, il ne l'a pas fait. Je m'appelle C et je suis une jeune femme de 18 ans. Cette histoire s'est passée quand j'avais 10 ans. À l'époque, je vivais avec mes parents qui n'étaient pas encore divorcés. Pour vous donner un peu de contexte, je ne vis pas aux États-Unis, et je préfère ne pas dire exactement où j'habite, mais je vis dans un pays où les crimes graves sont très rares. Cela s'est passé un vendredi soir. Mes parents et mes 2 jeunes frères et sœurs étaient partis faire des courses pour acheter des meubles chez Ikea. Je n'avais pas envie de les accompagner, alors j'ai décidé de rester à la maison. Je regardais la télévision pendant un moment, quand j'ai eu une envie soudaine de bonbons, parce que c'était vendredi et que j'en avais vraiment envie. J'ai enfilé mes vêtements et je suis allé au magasin le plus proche, qui se trouvait à moins d'1 kilomètre de chez moi. Le trajet m'a pris environ 10 minutes à pied. Comme il n'y a pas vraiment de criminalité là où j'habite, il n'est pas inhabituel pour des enfants de 8 à 10 ans de marcher seuls jusqu'au magasin. Je suis donc arrivé au magasin, j'ai acheté mes bonbons et je suis reparti chez moi. Quand j'étais à mi-chemin, j'ai remarqué un homme. Il était sur un vélo et il avait l'air ivre, vu la manière dont il zigzaguait. Je l'ai juste regardé d'un coup d'œil et j'ai continué à avancer, mais il m'a vraiment mise mal à l'aise. J'ai commencé à marcher plus vite et à un moment, il m'a crié quelque chose. Je n'ai pas tout de suite compris ce qu'il disait, mais ensuite, j'ai entendu plus clairement. Il me demandait de m'arrêter. Je ne l'ai pas fait et j'ai commencé à courir. Même s'il était à vélo, je pense qu'il était tellement ivre que ça le ralentissait. Il y avait une petite forêt près de chez nous, un chemin à travers les bois qui menait plus rapidement à notre maison.
Dès que j'ai entendu ce qu'il disait, j'ai couru et j'ai pris ce petit sentier. Un peu après, il est passé à côté du chemin à vélo, mais il m'a vu courir et il a crié quelque chose à nouveau. Cette fois, je ne me suis pas retourné. Je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert la porte et je l'ai verrouillée derrière moi. Nous avions 2 grandes fenêtres dans notre salon qui donnaient directement sur notre jardin. Je n'ai allumé aucune lumière et je me suis approché très prudemment du salon. Je respirais fort et ma poitrine me faisait mal à cause de la course. Je n'avais jamais vécu quelque chose de ce genre avant. Je suis allé dans le salon et j'ai discrètement regardé à travers les stores pour jeter un coup d'œil sur le jardin. J'ai presque reculé de peur quand j'ai vu qu'il se tenait juste devant notre porte. Il m'a vu bouger les stores et a commencé à frapper à la porte. Je ne savais pas du tout quoi faire à ce moment-là. J'ai pensé que je devrais peut-être appeler ma mère pour lui raconter ce qui se passait. Mon cœur battait à 100 à l'heure et je ne savais pas quoi faire. Puis, par chance, notre voisin est rentré chez lui. L'homme à la porte a remarqué la voiture arriver, il est alors retourné vers son vélo et il est parti. Quand mes parents sont rentrés à la maison, je ne leur ai pas raconté ce qui s'était passé. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai simplement décidé de ne pas leur en parler. C'est l'une des choses les plus effrayantes qui me soit jamais arrivée. Ce n'est pas le genre de choses qui m'arrive souvent, mais cela m'a vraiment terrifié. J'ai raconté cette histoire à ma mère des années plus tard, et elle en a été horrifiée. Cela s'est passé il y a de nombreuses années, probablement il y a environ 15 ans. J'avais à peu près 10 ans à l'époque, et je vivais avec mes parents et mon frère aîné. Je pense que c'était un vendredi, et je me souviens qu'après être rentré de l'école, mes parents et mon frère allaient en faire des courses. Ils m'ont demandé si je voulais les accompagner, mais j'ai dit non, car je voulais vraiment jouer aux jeux vidéo à ce moment-là, et je n'étais pas très intéressé à sortir avec eux. Quand ils sont partis, j'ai pensé qu'ils seraient partis pendant peut-être quelques heures. Je suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à jouer à des jeux vidéo, c'était un peu ma routine après l'école à cette époque. J'avais à peine lancé le jeu qui n'avait même pas encore fini de charger, quand tout à coup j'ai entendu un bruit venant du couloir. C'était le couloir à l'étage, juste à l'extérieur de ma chambre. Cela m'a paru très étrange. Alors j'ai écouté, mais je n'ai rien entendu pendant encore quelques secondes. Puis, il y a eu un autre bruit. C'était définitivement juste devant la porte de ma chambre. Ma porte était déjà entr'ouverte, peut-être d'1 mètre environ, alors j'ai décidé de jeter un œil. Je me suis approché de l'embrasure et j'ai légèrement penché la tête pour regarder dehors. Dès que je l'ai fait, j'ai vu un homme en train de descendre l'échelle qui menait au grenier. J'ai immédiatement reculé dans ma chambre. Il ne m'avait pas vu car il me tournait le dos en descendant l'échelle, mais j'espérais qu'il ne m'avait pas entendu. Au début, j'étais vraiment confus. Je savais que notre maison n'était pas en travaux, alors pourquoi y avait-il un homme qui descendait de notre grenier? Je l'ai entendu commencer à marcher dans le couloir en direction de ma chambre. Aussi silencieusement que possible, je me suis glissé au sol et me suis faufilé sous mon lit. L'homme est passé devant ma chambre et est ensuite descendu les escaliers. Je me suis caché autant que possible sous mon lit et j'espérais qu'il ne reviendrait pas. Je l'entendais bouger un peu en bas, surtout parce que mon oreille était collée au sol. J'étais trop effrayé pour bouger. Cela m'a semblé être une éternité que je restais là, sans oser faire le moindre bruit. Je ne pouvais pas appeler la police car je n'avais pas de téléphone portable à l'époque. Nous avions un téléphone fixe, mais il était en bas. Dans ma tête, la meilleure solution était de rester caché. Je suis donc resté immobile, et je n'ai aucune idée de combien de temps cela a duré, mais je me souviens avoir fini par entendre l'homme remonter les escaliers. J'ai fermé les yeux et retenu mon souffle. Lorsqu'il est arrivé en haut des escaliers, il est encore une fois passé devant ma porte sans s'arrêter, puis il est apparemment retourné dans le grenier. Quand tout fut de nouveau silencieux, j'ai pensé à sortir de ma cachette, mais j'étais bien trop effrayé. Je suis resté caché, jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée s'ouvrir et que j'entende les voix de mes parents et de mon frère en bas. À ce moment-là, j'ai couru aussi vite que possible, et je leur ai raconté ce qui s'était passé. Au début, ils ne m'ont pas cru, et mon père a trouvé cela amusant. Mais finalement, quand mon père est monté dans le grenier, il a tout de suite vu des signes que quelqu'un s'y trouvait.
Il n'a pas vu l'homme en personne, mais suffisamment d'indices pour savoir qu'il y avait bien quelqu'un là-haut. Il a fermé l'accès au grenier et nous avons appelé la police. Nous sommes sortis de la maison et avons attendu. Finalement, quand la police est arrivée, ils ont réussi à attraper l'homme. Il avait vécu dans notre grenier pendant plusieurs jours. Nous n'allions presque jamais dans le grenier à l'époque. C'était juste un endroit où nous entreposions des affaires. Je ne sais toujours pas comment cet homme ne m'a pas entendu dans ma chambre au début, mais je me sens toujours chanceux qu'il ne l'ait pas fait. Cela s'est passé quand j'avais 13 ans. Je vivais dans un duplex avec mon père et mon frère. C'était un appartement à 2 chambres, et je partageais une chambre avec mon père, tandis que mon frère aîné avait sa propre chambre. Il n'était pas rare que mon père et mon frère aient des plans pour sortir le soir, me laissant seul à la maison pour jouer aux jeux vidéo. Cette nuit-là n'était pas différente. Mon père était probablement dans un bar, et mon frère, qui sait où il était. Je jouais au Resident Evil original sur la PlayStation, et vers minuit, mes paupières commençaient à devenir lourdes. Alors j'ai décidé d'aller me coucher. Je dormais toujours avec la porte de ma chambre grande ouverte. Jamais, durant les années où nous avons vécu dans cet endroit, mon père ou mon frère n'était rentré en passant par la porte-fenêtre coulissante à l'arrière. Quelquefois, mon frère n'avait pas sa clé pour une raison ou une autre, et il frappait alors à la fenêtre de ma chambre pour que je le laisse entrer. Mon père, lui, avait toujours sa clé et rentrait toujours par la porte d'entrée. Cette nuit-là, j'ai entendu la porte coulissante à l'arrière s'ouvrir. C'était une vieille porte, et la faire glisser n'était pas facile. Elle faisait aussi beaucoup de bruit, donc je l'ai entendue très clairement. Je suis resté allongé dans mon lit, les yeux grands ouverts, mon imagination tournant à plein régime. J'ai entendu la personne traverser la salle à manger puis la cuisine, pour ensuite entrer dans le salon. Elle n'a fait aucun effort pour être discrète. Après une courte pause, j'ai vu quelqu'un passer devant l'embrasure de ma porte de chambre. Vous pouvez imaginer combien cela m'a terrifié, et mon cœur battait à tout rompre. La personne est ensuite entrée dans la salle de bain juste à côté de ma chambre et a allumé la lumière. La lumière s'est répandue dans ma chambre, m'exposant complètement. J'étais terrifié, figé par la peur. Pourquoi n'ai-je pas appelé mon frère ou mon père? Parce que, comme je l'ai déjà dit, je savais que ce n'était pas eux, et il n'y avait personne d'autre qui aurait pu être là. Du moins personne qui aurait fait sens. Ce n'était ni un membre de la famille, ni un ami. Je savais que c'était quelqu'un qui n'avait rien à faire chez nous. La personne est ensuite sortie de la salle de bain, laissant la lumière allumée, et est entrée dans la chambre de mon frère, où elle a commencé à faire énormément de bruit, comme si elle cherchait quelque chose. Je suis resté là, allongé, tremblant. Après quelques minutes, la personne est passée à nouveau devant ma chambre. Je m'attendais à tout moment à ce qu'un inconnu entre dans ma chambre, mais cela ne s'est pas produit. J'ai entendu cette personne faire du bruit dans le salon, marcher de long en large en soufflant bruyamment. Puis, elle a commencé à aller et venir devant ma chambre, sans arrêt, entre la salle de bain et l'extérieur. À ce moment-là, j'étais sûr à 100% qu'elle essayait de me faire peur, qu'elle savait que j'étais là. Qui que ce soit, il savait. J'ai entendu cette personne faire du bruit, et à cause de la taille imposante de la silhouette que j'ai vue marcher, je savais que c'était un homme. Il a continué à marcher de pièce en pièce, sauf dans la mienne. Puis soudainement, j'ai entendu l'homme retraverser la maison, rouvrir la porte-fenêtre et partir. Je suis resté dans mon lit, pétrifié, me demandant ce qui venait de se passer. Après un certain temps, épuisé par la peur, je me suis finalement endormi. Le matin, j'ai découvert que mon père et mon frère étaient rentrés. Je leur ai demandé des dizaines de fois s'ils étaient rentrés par la porte arrière, mais ils m'ont juré que non. En plus, pourquoi seraient-ils passés par la porte arrière, puis repartis par là encore? Cela s'est passé il y a 21 ans, et je ne saurais jamais qui c'était, ni pourquoi il était là. Rien n'avait été volé non plus. Ce qui me fait encore réfléchir aujourd'hui, c'est: pourquoi n'est-il jamais entré dans ma chambre? La porte était grande ouverte, et il est passé devant au moins 20 fois.
Les événements suivants se sont déroulés vers mai 2009, lorsque j'avais environ 18 ans. J'étais en dernière année de lycée à l'époque et je faisais aussi partie de l'équipe de football. Souvent, notre école organisait des matchs au moins quelques fois par mois, et c'était toujours un grand événement auquel beaucoup d'élèves assistaient. Comme nous avions beaucoup de matchs, il n'était pas surprenant que nous ayons des entraînements presque tous les jours. Autant je détestais les séances d'entraînement, autant j'aimais ce sport et le soutien que mes coéquipiers et mon coach nous donnaient. Un jour, je suis rentré de l'entraînement et j'ai trouvé un mot de ma mère m'informant qu'elle était partie faire des courses et qu'elle ne serait pas de retour avant un bon moment. Complètement trempé de sueur, je suis monté à l'étage pour prendre une serviette et allumer la douche. J'ai tendance à prendre de longues douches, alors quand mes parents ne sont pas là, je profite un maximum. J'étais probablement sous la douche depuis environ 20 minutes lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Nous avons une de ces serrures intelligentes qui émet un bip sonore fort chaque fois que quelqu'un entre dans la maison. La salle de bain est directement au-dessus de l'entrée, et je pouvais encore l'entendre à travers les murs épais et malgré l'eau qui coulait. J'ai éteint la douche, mis des vêtements et je suis descendu pour voir que la porte était effectivement ouverte. Pensant que c'était probablement ma mère, je suis sorti pour voir si elle avait besoin d'aide avec les courses, mais j'ai vite constaté que sa voiture n'était pas là. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter, car les seules personnes qui connaissaient le code d'entrée étaient ma mère et le releveur de compteur qui venait une fois par mois. Pourquoi mon père n'était pas avec nous est une autre histoire, mais j'ai ensuite avancé lentement dans la maison pour voir s'il y avait des signes d'effraction. En tournant le coin dans la cuisine, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait un homme que je n'avais jamais vu auparavant, accroupi près de notre garde-manger, tenant un grand couteau. Par un coup de chance incroyable, il ne semblait pas m'avoir remarqué, car il était tourné dans la direction opposée. J'ai couvert ma bouche avec mes mains et je suis remonté à l'étage en silence pour appeler la police ainsi que ma mère. J'ai composé le numéro des urgences et j'ai fait de mon mieux pour parler aussi doucement que possible, malgré ma respiration saccadée. L'opératrice m'a dit de rester caché et de ne surtout pas sortir, quoi qu'il arrive. Alors que j'étais encore au téléphone avec elle, j'ai entendu des pas monter les escaliers. Et à peine 10 secondes plus tard, j'ai entendu des coups lents et réguliers à la porte de ma chambre. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pleurais. Mais il était déjà trop tard, car je savais qu'il venait pour moi. Soudain, j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir avec fracas et j'ai vu l'homme entrer. À ce moment-là, je tentais de ne faire aucun bruit, de peur qu'il ne m'entende et ne me tue. Ce qui s'est passé ensuite est ce que je ne peux que décrire comme un cadeau du ciel. J'ai commencé à entendre des sirènes au loin, se rapprochant de plus en plus de ma maison. J'ai alors vu l'homme quitter ma chambre précipitamment et descendre les escaliers en courant, juste avant d'entendre les coups lourds frapper à ma porte et quelqu'un crier « Police !» Au bout d'une bonne minute, je suis descendu les escaliers et j'ai ouvert la porte, accueillant 3 policiers qui ont commencé à me poser des questions tout en fouillant la maison. Ma mère est aussi rentrée aussi vite qu'elle a pu. Cependant, la police n'a jamais trouvé l'homme. Il s'était enfui sans être attrapé, en passant par notre porte arrière qui donnait sur un passage couvert, et qui avait pourtant aussi une serrure. Les policiers n'étaient toujours pas certains de la façon dont il avait réussi à crocheter la serrure, car il n'y avait aucun autre signe d'effraction dans la maison. Quand j'avais 20 ans, j'étais rentré de l'université pour l'été. Ma meilleure amie, que nous appellerons Julie, et son petit ami avaient commencé de nouveaux emplois. Ils vivaient seuls dans une maison située en haut d'une colline très raide. Un petit détail sur Julie. Elle souffre d'une très forte anxiété, tout comme moi, mais j'ai appris à vivre seul et à gérer mon anxiété, tandis qu'elle n'en avait pas encore l'habitude. Il y avait une porte arrière dans la cuisine de leur maison, et depuis le canapé du salon, on pouvait voir entièrement la cuisine. Au niveau de l'encadrement de la porte extérieure, à hauteur d'épaule, se trouvait un détecteur de mouvement avec une lumière. Il est important de préciser que le jardin derrière chez Julie était en hauteur. Il fallait monter un petit escalier pour accéder au jardin depuis le petit trottoir devant la porte. Le jardin était aménagé de telle manière qu'il rejoignait l'avant de la maison.
donc la lumière du détecteur ne pouvait s'activer qu'en cas de mouvement sur le trottoir, pas à cause d'animaux dans le jardin. Ce dernier était très petit, et à l'arrière, il y avait une dense forêt. Julie était seule, et c'était la première ou deuxième nuit de son copain en service de nuit. Elle n'arrivait pas à dormir. L'argent étant serré, les lumières étaient éteintes pour économiser de l'électricité. Soudain, elle vit une lumière briller à travers la fenêtre de la cuisine et réalisa que c'était celle du détecteur de mouvement. Elle a été prise de panique, mais a essayé de l'ignorer. Cependant, la lumière continuait à s'allumer de manière intermittente, restant parfois allumée plus longtemps. Elle m'a appelé vers 3 heures du matin, encore et encore, jusqu'à ce que je me réveille enfin. Je suis resté au téléphone avec elle, bien que cela ait presque cessé, jusqu'à ce que son copain rentre plus tard dans la matinée. Il était en congé pendant les 3 jours suivants, et pendant ce temps-là, rien ne s'est produit avec la lumière. Son père lui a conseillé d'être vigilante, car cela pouvait être des cambrioleurs qui faisaient un repérage de la maison, surtout que des cambriolages avaient eu lieu dans le quartier juste en face de chez elle. La prochaine fois que son copain devait travailler de nuit, elle m'a demandé de rester avec elle et j'ai accepté. La soirée a bien commencé. Nous avons regardé des films jusqu'à environ 11 heures, puis nous sommes allés au magasin de vape et au McDonald's. Nous vivions au milieu de nulle part, donc c'était environ 40 minutes de trajet aller-retour. Nous sommes revenus vers minuit 30 et avons gonflé le matelas gonflable sur lequel nous allions dormir dans le salon. Vers 1 heure du matin, la lumière du détecteur de mouvement s'est à nouveau allumée alors que nous étions assises sur le matelas. J'ai essayé de me rassurer en me disant que c'était peut-être un animal, un oiseau ou quelque chose du genre. Mais Julie n'était pas convaincue. La lumière s'est éteinte puis s'est rallumée, cette fois encore plus longtemps. Julie est alors montée chercher l'arme de son copain. La lumière continuait à s'allumer tandis que nous étions assises, anxieuses, sur le canapé, avec la fenêtre ouverte pour pouvoir entendre ce qui se passait dehors. Julie a alors crié « J'ai une arme et je n'hésiterai pas à m'en servir ». Elle disait cela en plaisantant pour détendre l'atmosphère, mais à ce moment-là, la lumière s'est éteinte. Elle est restée éteinte pendant environ 3 heures, comme si nous avions fait fuir quelqu'un avec cette menace. Nous n'avons pas réussi à dormir après cette expérience. Vers 4 heures du matin, je suis allé dans la cuisine pour me prendre un verre d'eau. Je me suis retourné vers le salon pour dire quelque chose à Julie, qui était allongée sur le matelas, et à ce moment-là, elle m'a crié de revenir dans la pièce. Je me suis retourné et la lumière s'était encore allumée. Nous avons continué à voir la lumière s'allumer et s'éteindre jusqu'à ce que le soleil commence à se lever, puis, soudainement, tout s'est arrêté. Nous avons envisagé d'appeler la police, mais nous avions peur qu'ils pensent que c'était une blague et que nous ayons des ennuis. Étrangement, la lumière ne s'allume jamais la nuit quand son copain est à la maison. Je suis encore mal à l'aise quand nous sommes seuls la nuit chez elle. Je suis convaincu que quelqu'un avait de mauvaises intentions cette nuit-là, qu'il soit venu pour cambrioler et qu'il ait trouvé drôle de nous terroriser après avoir réalisé que la maison n'était pas vide, ou peut-être que ses intentions étaient encore plus sinistres. Quoi qu'il en soit, c'était une expérience vraiment angoissante. Je suis une grande fan d'horreur. J'ai 20 ans et au cours de l'année écoulée, j'ai commencé à collectionner des objets liés à ce genre. Des figurines, des masques et même des répliques grandeur nature. Je ne dirais pas que cette histoire est terrifiante, mais en tout cas, pour moi, elle m'a littéralement sauvé. Je vais essayer de la rendre simple. Je suis une grande fan de Michael Myers, et en octobre dernier, j'ai acheté une réplique grandeur nature de lui, ainsi qu'une poupée de Chucky. Pas une de ces poupées bon marché, mais une qui ressemble vraiment à l'original. Certains pourraient me prendre pour une folle, mais qui ne pourrait pas aimer l'horreur, n'est-ce pas? À l'exception de la réplique de Michael, tout est rangé pour l'instant. Michael, qui mesure environ 1,90 m, reste debout dans ma chambre, juste à côté de mon lit. Il n'a pas l'air d'un jouet bas de gamme. C'est une réplique réaliste, avec un masque, une combinaison tachée de sang, et même un couteau. Au début, cela me faisait un peu peur de voir une silhouette sombre dans ma chambre, mais à force, je m'y suis habitué, à tel point que sa présence m'a même apporté une certaine sécurité.
Je ne le déplace pas ailleurs car personne d'autre dans la maison ne l'apprécie vraiment. Maintenant que tout est dit, voici ce qui s'est passé. L'année dernière, juste après avoir reçu Michael, j'étais seul à la maison en train de regarder des films au rez-de-chaussée quand j'ai soudain entendu un bruit sourd à l'étage. J'ai figé, ne sachant pas trop quoi penser. Je me suis levé lentement pour aller voir dans ma chambre, puis j'ai entendu de nouveaux bruits, cette fois venant de la porte d'entrée en bas. Je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait, étant donné que j'étais seul. Je me suis assise en silence dans le noir. Je n'avais pas laissé les lumières allumées, et j'ai écouté. J'ai entendu ce qui ressemblait à des voix d'hommes, et c'est là que j'ai réalisé que quelqu'un était entré. Je n'avais pas verrouillé la porte d'entrée, et avec la télévision allumée, il savait probablement que j'étais là. Je me trouvais alors assise face à face avec la silhouette de Michael dans l'obscurité. J'ai entendu des pas monter les escaliers jusqu'à ma chambre. Mon cœur battait à toute vitesse, ma tête tournait et j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Je transpirais même un peu. La porte de ma chambre s'est ouverte et j'ai vu une silhouette encapuchonnée entrer, se dirigeant droit vers moi avec quelque chose dans la main, probablement un couteau de poche. J'étais adossé au mur froid, cherchant désespérément quelque chose à saisir. Puis, sans prévenir, le bras de Michael a commencé à bouger. Je tiens à préciser qu'il faisait toujours sombre et que l'homme n'avait aucune idée que Michael était derrière lui, jusqu'à ce qu'il entende le bruit de son bras qui se frottait au reste du corps. L'homme s'est alors retourné brusquement et a hurlé, terrifié. Je n'ai jamais vu quelqu'un courir aussi vite de ma vie. Il a crié à quelqu'un dans une camionnette à l'extérieur. « Fous le camp !» Et ils se sont enfuis en trombe. Je me suis levé et j'ai vu qu'il y avait une fissure dans ma fenêtre. Ces types avaient probablement jeté des pierres pour me distraire. Mais je n'y pensais même plus. Je me suis tourné vers Michael, totalement abasourdi, car je n'avais aucune idée qu'il pouvait bouger. J'ai commencé à l'inspecter et j'ai découvert qu'il était en fait animé, un animatronique, mais je ne l'avais jamais vu bouger jusqu'à ce moment précis, et c'est comme s'il m'avait sauvé la vie cette nuit-là. Je peux même en rire maintenant, en repensant à la terreur de cet homme. J'ai fait réparer ma fenêtre et j'ai signalé l'effraction à la police, mais il n'y avait pas grand-chose à faire à ce stade. Rien n'avait été volé, car il n'y avait rien de valeur en bas. Ce Michael Myers ressemble tellement à une vraie personne que n'importe qui, surtout dans le noir, aurait eu des frissons en le voyant. Je sais que cela peut paraître fou, peut-être même drôle, mais cet incident est bien réel, et je suis tellement reconnaissante d'avoir eu Michael dans ma chambre cette nuit-là. Je ne pensais jamais qu'il me sauverait la vie de cette façon, surtout qu'il n'était même pas censé bouger. Je me demande encore comment cela a pu arriver. Était-ce une pure coïncidence ? Je ne le saurai probablement jamais. Mais merci, Michael. Dieu seul sait ce que cet homme aurait fait si tu n'avais pas été là. Pour vous donner un peu de contexte, j'avais 10 ans lorsque cela s'est passé et je vivais dans une petite ville du nord-est du Québec. Je vivais dans un complexe d'appartements, mais les bâtiments étaient en duplex, avec des logements en haut et en bas, et il y en avait plusieurs. Je vivais en bas dans l'un de ces bâtiments. Mon père était parti pour quelques semaines, et la nuit où cette histoire a eu lieu, ma mère travaillait. J'ai 3 frères et sœurs, et notre voisine d'à côté s'occupait de mes 2 plus jeunes frères et sœurs, pendant que ma sœur de 8 ans et moi, qu'on appellera Anne, étions chez cette voisine, en train de passer du temps avec sa fille. Aux alentours de 21h30, je suis retourné chez nous. Nous étions à la maison depuis environ 15 minutes lorsqu'on a frappé à la porte. On a d'abord pensé que c'était un des voisins. J'ai dit à Anne de regarder à travers le judas avant d'ouvrir la porte. Elle l'a fait, puis m'a regardé d'un air un peu confus en me disant « Je ne sais pas qui c'est ». Je l'ai alors déplacé et j'ai regardé moi-même. Je ne connaissais pas non plus la personne. C'était un homme d'environ la quarantaine, peut-être au début de la cinquantaine. Il avait l'air sale et portait une chemise à carreaux rouges avec une veste par-dessus, un jean taché et des bottes sales. Je me suis éloigné de la porte et Anne et moi étions tous les deux assez confus. J'ai ouvert la porte mais l'homme n'a pas dit son nom immédiatement. Il s'est ensuite présenté comme un ami de mon grand-père. Il a dit qu'il connaissait aussi mon père.
Anne et moi avons un peu rigolé et avons commencé à lui parler brièvement, essayant de terminer la conversation pour qu'il parte. Mais ensuite, il a demandé si ma mère était là. Moi, étant un enfant naïf, je lui ai répondu que non. Il m'a alors dit qu'il avait parlé avec ma mère plus tôt dans la journée et qu'il voulait venir passer du temps avec nous et voir ma mère. Je ne savais pas quoi lui dire, alors je lui ai simplement répondu « Eh bien, elle n'est pas là, donc tu ne peux pas. » Il a alors demandé « Pourquoi je ne rentrerai pas et n'attendrai pas avec vous jusqu'à ce qu'elle rentre? Je suis sûr qu'elle ne serait pas dérangée. » Dès qu'il a terminé de parler, mon téléphone a sonné et j'ai sursauté un peu effrayé. J'ai regardé l'homme et lui ai dit « C'est sûrement elle qui appelle, je vais lui demander si tu peux entrer. » Puis, j'ai fermé la porte et l'ai lentement verrouillée pour qu'il ne se rende pas compte que je l'avais verrouillée. En réalité, ce n'était pas ma mère qui appelait, mais ma meilleure amie de l'époque, qui vivait dans un bâtiment non loin de là. Appelons-la Julie. Julie m'a dit que sa mère était sur le balcon et avait vu l'homme étrange nous parler. Avant qu'il ne frappe à la porte, sa mère l'avait déjà vu regarder à travers nos fenêtres. Elle m'a dit que sa mère avait déjà appelé la police et Julie m'a demandé s'il y avait un moyen pour qu'on sorte et qu'on se rende chez elle. Il y avait bien un moyen. J'ai dit à Anne de me suivre et nous sommes allés dans la chambre que nous partagions, au fond de notre appartement. J'ai ouvert la fenêtre et lui ai dit de sortir par là, puis je l'ai suivi. J'ai fermé la fenêtre derrière nous et nous avons contourné les bâtiments jusqu'à la maison de Julie sans que l'homme ne nous voie. Une fois chez Julie, nous avons attendu dans son salon l'arrivée de la police et de ma mère. Les policiers sont arrivés avant ma mère. Ils nous ont parlé et ont ensuite fouillé notre appartement, mais l'homme avait disparu. Il n'était plus là, ni même dans les environs du complexe. Les policiers nous ont dit qu'ils allaient patrouiller dans le quartier et nous informer s'ils le trouvaient, mais qu'ils ne pouvaient pas vraiment faire grand-chose pour l'instant. Quand ma mère est rentrée, elle a mentionné quelque chose de bizarre qui lui était arrivé le jour même avant d'aller au travail. Elle et notre voisine de l'étage étaient allées au dépanneur acheter des cigarettes. Ma mère avait pris mon petit frère avec elle, qui était dans sa poussette. En sortant du dépanneur, un homme est venu lui dire que mon frère lui semblait familier et il lui a demandé qui était mon père. La famille de mon père est très nombreuse et beaucoup de gens les connaissent. Et nous nous ressemblons tous. Ma mère n'a donné que le prénom de mon père, François. L'homme a ensuite dit notre nom de famille, que ma mère ne lui avait pas dit, et il a demandé si c'était bien notre nom. Ma mère a alors un peu ri et lui a répondu que oui. L'homme a affirmé qu'il connaissait mon grand-père. Ma mère n'a pas trop parlé avec lui après cela, et elle lui a dit qu'elle devait partir parce qu'elle devait aller travailler dans quelques heures. Elle a dit qu'elle avait eu un mauvais pressentiment. Alors elle et notre voisine ont fait quelques détours en rentrant chez nous, au cas où, mais l'homme les avait probablement suivis jusqu'à la maison. Cette nuit-là, mes frères, sœurs et moi avons dormi dans le salon avec ma mère. Je n'ai plus jamais vu ni entendu parler de cet homme depuis, et j'ai maintenant 15 ans. Quelques jours après cet incident, j'ai entendu ma mère parler de cela avec une amie. Elle lui a dit que le lendemain, elle avait regardé les caméras de notre complexe, et vers 4 heures du matin, l'homme était revenu et avait essayé d'ouvrir toutes les fenêtres, mais elles étaient si toutes verrouillées. Honnêtement, je me demande vraiment ce qu'il voulait et ce qu'il aurait fait si je l'avais laissé entrer ce jour-là, ou ce qui se serait passé s'il avait réussi à entrer par les fenêtres cette nuit-là. Cette pensée me terrifie vraiment. Cela m'est arrivé le jeudi 25 avril, et je n'arrive toujours pas à me débarrasser de la sensation terrifiante et étrange que cela m'a laissé. Ce matin-là, j'étais seul à la maison, en train de me préparer pour mon cours de midi à l'université. J'ai ouvert mes stores pour laisser entrer un peu de lumière naturelle, et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. J'ai alors vu un homme d'une trentaine d'années, portant une casquette de baseball, errer autour de ma propriété, les mains sur les hanches, marchant avec une étrange assurance. Notre terrain est en pente, un peu comme une falaise, et il donne sur nos 2 hectares de terrain en contrebas. Je vis dans le Québec, donc c'est une vue assez pittoresque. J'étais vraiment confuse et j'ai pensé que c'était peut-être un ouvrier que ma mère avait engagé pour des rénovations de la maison, admirant la vue. Je commençais à être un peu mal à l'aise, car l'homme se dirigeait maintenant vers le côté de la maison,
hors de ma vue. Je suis monté à l'étage pour le voir, maintenant, se promener dans notre cour avant et sur l'allée, regardant la maison, inspectant les alentours, etc. Il ne m'avait toujours pas vu à ce moment-là. J'ai appelé mon père pour lui demander si nous avions engagé quelqu'un pour venir chez nous. Il m'a répondu qu'il n'était pas au courant et m'a dit qu'il allait appeler ma mère pour lui demander puis me rappeler. En attendant son appel, j'ai remarqué la voiture étrange de cet homme. C'était une Honda blanche sans plaque d'immatriculation, garée en parallèle de la porte d'entrée. L'homme ne m'avait toujours pas vu et continuait à errer autour de la maison. Je me suis rappelé que nous avions un système de sécurité, alors je l'ai activé, de sorte que s'il essayait de s'introduire, la police serait immédiatement alertée. Si c'était un professionnel ou un ouvrier, il aurait sonné à la porte ou frappé au moins une fois, mais il n'avait fait ni l'un ni l'autre. À ce moment-là, mon père m'a rappelé pour me dire que ni lui ni ma mère n'avaient engagé quelqu'un ce jour-là et que je devais appeler immédiatement la police locale. Je suis redescendu après m'être assuré que toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées à l'étage et j'ai appelé le poste de police de ma ville. J'ai expliqué à une femme au bout du fil ce qui se passait et elle a décidé de ne pas envoyer d'officier. Elle m'a plutôt donné un numéro à appeler pour la ligne d'urgence et m'a dit de leur parler. J'ai composé le numéro qu'elle m'avait donné et, immédiatement, j'ai reçu un message automatique. Merci d'avoir appelé la ligne d'urgence non prioritaire. Aucun agent n'est disponible pour prendre votre appel en ce moment. Si c'est une urgence, veuillez raccrocher et composer le 911. À ce moment-là, j'étais vraiment irrité, car 15 minutes s'étaient écoulées et cet homme étrange rôdait toujours autour de ma maison, alors que j'étais seul. Apparemment, cela ne suffisait pas pour justifier une urgence aux yeux de la femme du poste de police local. J'ai raccroché et j'ai décidé d'appeler le 901. Après avoir parlé à l'opératrice, elle m'a posé une série de questions sur l'apparence de l'homme avant même de signaler aux officiers de se rendre chez moi. Tout cela semblait vraiment étrange. Personne ne se précipitait pour envoyer des officiers chez moi, alors que j'étais une jeune fille seule à la maison, avec un inconnu étrange dans les parages. J'ai demandé à l'opératrice si je pouvais rester en ligne avec elle. Elle a accepté et, après ce qui m'a semblé être une éternité, elle a enfin alerté la police. Je suis remonté pour vérifier ce que faisait l'homme bizarre. Il était maintenant assis dans sa Honda sans plaque, soit en train d'écouter une émission de radio extrêmement forte, soit en conversation téléphonique avec quelqu'un à travers son autoradio. Il y avait une voix d'homme très forte qui venait de sa voiture. Puis soudain, j'ai entendu ce bip sonore qui signale qu'on vous raccroche au nez, et l'opératrice n'était plus en ligne. J'étais vraiment confuse, et mes pensées ont été interrompues par un appel venant d'un numéro inconnu. J'ai pensé que c'était peut-être l'opératrice qui me rappelait, alors j'ai décroché. Mais, à la place, j'ai été accueilli par une respiration lourde et inquiétante. Je ne sais pas qui c'était, mais cela m'a vraiment terrifié. J'ai immédiatement raccroché et composé à nouveau le 911. Jusque-là, j'étais resté relativement calme, mais cet appel téléphonique m'a fait paniquer. Je suis tombé sur une autre opératrice qui connaissait déjà ma situation et mon adresse avant même que je ne lui explique. Elle m'a dit que les policiers étaient en route. À ce stade, 20 minutes s'étaient écoulées, et cet homme était toujours là dans sa voiture, et les policiers n'étaient toujours pas arrivés. Il faut savoir que je vis dans une petite ville, donc il n'y avait aucune raison pour que la police mette autant de temps à venir. Finalement, cet homme a quitté mon allée juste au moment où la police est arrivée. Ils l'ont arrêté et lui ont posé quelques questions. Ensuite, un policier est venu à ma porte et m'a donné un flyer un peu douteux en disant que c'était juste un paysagiste et qu'il avait un rendez-vous. J'ai ressenti à la fois du soulagement et de l'irritation en réalisant que ce n'était qu'un ouvrier que ma mère aurait engagé. Mais ensuite, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. J'ai rappelé ma mère et je lui ai dit que le policier avait dit que c'était juste un paysagiste qu'elle avait engagé et qu'il avait un rendez-vous. Ma mère m'a répondu « Je te garantis que nous n'avons jamais engagé de paysagiste. Nous n'en avons même pas besoin. » Donc cet homme bizarre, qui prétendait peut-être être un paysagiste, voulait peut-être faire du trafic de personnes ou cambrioler notre maison. Espérons qu'on ne se recroisera jamais. Cela m'est arrivé il y a environ une semaine. J'ai 20 ans et je vis avec mes parents durant l'été.
Cependant, ils étaient partis pour assister au mariage d'amis, auquel je n'étais pas invité. Cela ne me dérangeait pas du tout, car je ne connaissais pas vraiment ces gens et c'était plutôt agréable d'avoir la maison pour moi toute seule. Nous avons une maison à niveaux multiples et ma chambre est à l'avant. Mais ce vendredi soir, je suis resté éveillé très tard à regarder un film dans le salon. J'aime bien cette télé parce qu'elle est beaucoup plus grande que la mienne et le canapé du salon est aussi super confortable. J'ai donc décidé de dormir là pour la nuit. Le samedi matin, je me suis réveillé et il faisait encore très sombre dans la maison. Dans le salon, il y a une porte-fenêtre qui donne sur la terrasse à l'arrière. Les stores couvrent la plupart de la fenêtre, qui est la principale source de lumière, mais il restait une petite ouverture d'environ 1,50 m pour voir dehors, et j'ai vu qu'il pleuvait. J'ai ensuite regardé l'heure. Il était presque 9h30. J'étais assise sur le canapé et je venais d'allumer la télé, quand tout à coup, j'ai entendu 2 coups à la porte d'entrée. Ce n'étaient pas des coups forts, plutôt légers, mais mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Je sais que ce n'est pas un gros problème de recevoir des coups à la porte, mais nous vivons au bout d'un chemin sans issue, dans un quartier très calme. Il est extrêmement rare que quelqu'un frappe à notre porte pour une raison quelconque. Peut-être que c'est aussi parce que je suis de nature timide, mais cela m'a vraiment rendue nerveuse. Depuis l'endroit où je me trouvais sur le canapé, je ne pouvais pas voir la porte d'entrée, et je me disais que celui ou celle qui frappait ne pouvait probablement pas me voir non plus. Du moins, je l'espérais. Je me demandais qui cela pouvait bien être, surtout en pleine pluie battante. Puis je me suis souvenu que j'avais commandé un colis sur Amazon et que je l'attendais pour aujourd'hui. Soudain, je me suis senti beaucoup mieux et j'ai commencé à me détendre. J'ai ouvert l'application Amazon sur mon téléphone et cliqué sur mes commandes, m'attendant à voir que le colis avait été livré. Mais quand j'ai regardé, il était indiqué qu'il n'arriverait pas avant 17h. Je suis redevenue nerveuse d'un coup. J'ai décidé de jeter un coup d'œil pour voir s'il y avait encore quelqu'un à la porte. Il s'était écoulé peut-être 1 ou 2 minutes depuis le premier coup, et il n'y avait pas eu d'autres coups depuis. J'ai lentement avancé vers la fenêtre pour regarder, et quand je l'ai fait, j'ai vu qu'il n'y avait personne. Cela m'a un peu rassuré. Mais à ce moment précis, j'ai entendu quelqu'un monter les escaliers de notre terrasse à l'arrière. Je ne pouvais pas voir à cause des stores qui couvraient la plupart de la porte-fenêtre. Mais j'ai entendu des pas sur la terrasse. J'ai commencé à trembler et la seconde suivante, j'ai vu un homme apparaître dans l'ouverture visible de la porte-fenêtre. Il me fixait du regard, sans expression sur le visage. Il était chauve, portait une veste noire et un pantalon noir. L'homme a ensuite essayé de faire coulisser la porte pour entrer. Heureusement, elle était verrouillée. Mais je savais que s'il le voulait vraiment, il pourrait probablement briser la vitre qui nous séparait. Je me suis enfui dans la salle de bain, qui était juste au bout du couloir. Je n'avais aucune idée de qui était cet homme, ni de ce qu'il faisait ici. J'avais eu raison d'être aussi nerveuse pour apparemment aucune raison. En fermant la porte de la salle de bain et en la verrouillant, j'ai entendu un premier grand coup contre la fenêtre, comme s'il essayait de la casser. Je savais que je devais appeler la police, mais j'ai réalisé que je n'avais pas mon téléphone. Je l'avais laissé dans le salon. J'ai entendu un autre coup violent contre la fenêtre, mais je n'ai pas entendu de vitre se briser. Je savais que c'était risqué, mais j'ai ouvert la porte de la salle de bain et couru jusqu'au canapé du salon. Je regardais frénétiquement autour de moi et j'ai finalement aperçu mon téléphone. J'ai fait un autre sprint jusqu'à la salle de bain, et alors que je courais, j'ai entendu un autre coup contre la fenêtre. En me retournant, j'ai vu l'homme donner des coups de pied dans la vitre pour essayer de la casser. De retour dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et appelé le 911 sur mon téléphone. Dès que l'opératrice a répondu, je lui ai expliqué ce qui se passait. Elle m'a dit de me calmer et de répéter ce qui se passait. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le bruit de la vitre qui se brisait. J'ai répété ce qui se passait du mieux que je pouvais, et juste après, j'ai entendu l'homme entrer dans la maison. Il marchait droit vers la salle de bain où je me trouvais. Quand il est arrivé à la porte, il a essayé de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. J'ai reculé et je suis entré dans la douche. L'opératrice du 911 m'a dit qu'elle resterait en ligne avec moi, ce qui m'a un peu rassuré, car j'étais terrifié.
L'homme a alors commencé à frapper contre la porte de la salle de bain, et soudain, mon téléphone est devenu silencieux. Je l'ai regardé et j'ai vu qu'il était éteint. Je ne l'avais pas chargé la nuit précédente. Je me suis dit que l'homme donnait des coups de pied dans la porte comme il l'avait fait avec la porte-fenêtre, et je savais qu'il la casserait probablement aussi. J'ai entendu l'homme s'éloigner un moment, descendre les escaliers, puis revenir environ 1 minute plus tard. Il y a eu un autre coup violent contre la porte de la salle de bain, mais celui-ci semblait beaucoup plus fort. Je pense qu'il avait trouvé l'une des battes de baseball que nous avions dans la maison ou quelque chose du genre. Cela m'a encore plus terrifié. J'ai pris les serviettes que nous avions dans la salle de bain et je me suis recouverte. Je suis ensuite entré dans le petit placard de la salle de bain et j'ai fermé la porte. J'ai à peine réussi à m'y faufiler, mais je devais faire ce que je pouvais. L'homme a frappé plusieurs fois encore contre la porte, et cela semblait vraiment comme s'il était en train de la casser. Mais ce bruit a été interrompu par un autre. C'était le bruit de coups violents à la porte d'entrée. J'entendais à peine quelqu'un crier « Police !» J'espérais qu'il pourrait entrer rapidement. Et juste après, j'ai entendu l'homme s'éloigner vers l'arrière de la maison, là où il était entré. Je suis resté caché, et peu de temps après, j'ai entendu beaucoup de cris. Finalement, j'ai entendu quelqu'un crier « Posez ça !» Quand j'ai enfin entendu la voix de plusieurs policiers à l'intérieur de ma maison, je suis sorti de la salle de bain. Ils étaient arrivés juste à temps et l'homme avait été arrêté. Je suis vraiment chanceuse que la police soit arrivée si rapidement ce jour-là. C'est encore tout récent et je suis encore un peu secouée, mais je suis juste heureuse d'être en sécurité. Dans la plus grande ville de l'État du Kansas, Wichita, le duo venait de Dodge City, situé à plus de 240 km à l'ouest. Tous deux avaient déjà un casier judiciaire bien rempli avant d'entreprendre leur voyage vers Wichita, mais leur visite n'était pas de bonne foi. Ce n'était pas un simple road trip pour profiter des attractions d'une autre grande ville. Leur raison de se rendre à Wichita était véritablement malveillante et prédatrice. Il ne fallut pas longtemps avant qu'ils ne décident de commencer leur sinistre mission. Le 8 décembre, Andrew Schreiber, joueur de baseball à l'Université d'État de Wichita, s'arrêta dans une supérette pour acheter du tabac à chiquer. Sorti de nulle part, les frères Carr apparurent derrière lui alors qu'il retournait à sa voiture et le forcèrent, sous la menace d'une arme, à retirer de l'argent de plusieurs distributeurs automatiques jusqu'à ce que sa carte soit refusée. Schreiber eut la chance de sortir de cette rencontre avec seulement ses pneus crevés, quelques égratignures et bleus, et un compte en banque vidé. D'autres n'auraient pas autant de chance. À part une vague description de 2 hommes afro-américains dans la vingtaine, la police n'avait aucun indice pour lancer une enquête. Tout resta calme pendant quelques jours. Puis, 3 jours plus tard, le 11 décembre, ils s'introduisirent dans la maison d'Anne Walenta, une violoncelliste et bibliothécaire âgée de 55 ans. Les frères lui infligèrent le même traitement qu'à Schreiber. Ils la battirent, la volèrent, et prirent leur temps pour cela. Cependant, il semble qu'ils aient sous-estimé Anne, car elle réussit à s'échapper, se précipitant vers sa voiture pour tenter de fuir. Tragiquement, l'un des frères remarqua son absence, la suivit à l'extérieur et tira 3 balles à travers son pare-brise, qui la frappèrent au torse. Sachant qu'ils étaient compromis, les frères Carr prirent la fuite. Anne Walenta décédera de ses blessures 3 jours plus tard à l'hôpital de Wichita. La série de crimes des frères Carr était déjà terrifiante, tant par son ampleur que par sa violence. Mais ce n'est que le 14 décembre que les 2 hommes passèrent à un niveau encore plus macabre. Ce soir-là, ils s'arrêtèrent devant une maison au numéro 12727 de l'East Birchwood Drive, dans la banlieue de Wichita, à Andover, une maison qu'ils choisirent au hasard. À l'intérieur se trouvaient Brad Aka, directeur financier, Heather Mueller, enseignante en maternelle, Aaron Sander, un analyste financier devenu prêtre, Jason Bedford, professeur de lycée, et sa petite amie, une enseignante connue sous le nom de Holly J. dans les documents judiciaires. Les frères Carr sortirent de leur voiture, armés de clubs de golf et de pistolets, et se dirigèrent vers la porte d'entrée. L'un des frères se cacha tandis que l'autre frappa à la porte, souriant,
et faisant signe lorsqu'il aperçut un mouvement à travers la fenêtre. Mais lorsque la porte s'ouvrit, son sourire disparut et il pointa son arme sur le visage de la personne avant de forcer son entrée. Une fois tous les occupants rassemblés dans une pièce à l'arrière de la maison, les frères commencèrent à piller leurs biens. À un moment donné, l'un des frères ouvrit une boîte de pop-corn et fit tomber une petite boîte à bijoux. À l'intérieur, il trouva une bague de fiançailles en diamant. Au lieu de simplement la prendre, ils trouvèrent la découverte amusante. Ils retournèrent dans la pièce où se trouvait leur victime et demandèrent à qui appartenait la bague. C'est ainsi que Holly G. découvrit que Jason Bedford, professeur au lycée, prévoyait de lui demander sa main, non dans un moment de surprise joyeuse comme prévu, mais dans une atmosphère de terreur totale, alors que deux inconnus se moquèrent d'elle. Même avec la bague en diamant et divers objets électroniques coûteux, les frères Carr n'étaient pas satisfaits de leur butin. Ils décidèrent d'emmener 3 de leurs prisonniers à une série de distributeurs automatiques, les forçant à retirer le maximum d'argent possible. Cela leur rapporta $2000 supplémentaires, mais cela ne leur suffisait toujours pas. De retour à la maison, ils attachèrent à nouveau leurs victimes, mais au lieu de fuir, les frères décidèrent de s'amuser un peu. Ils commencèrent à torturer les hommes du groupe, les battant avec des clubs de golf et d'autres objets trouvés dans la maison. Selon les documents judiciaires, il apparaît qu'un des frères se souvint que l'un des prisonniers était fiancé à une autre. Ils eurent alors l'idée d'une forme de torture horriblement cruelle. Un des frères traîna Jason Bedford dans une position où il pouvait voir son fiancé se faire violer. L'autre frère choisit une autre femme et lui fit subir la même horreur. Cette torture et ces abus durèrent plus d'1 heure, les frères prenant leur tour pour battre et violer leurs prisonniers terrifiés. Lorsqu'ils se lassèrent de la violence, ils entassèrent leurs victimes dans une voiture et les emmenèrent au complexe de Football Striker, en périphérie de Wichita. Comme il était tard, l'endroit était désert. Ils forcèrent leurs prisonniers à descendre du véhicule, les alignèrent, les obligèrent à s'agenouiller, puis leur tirèrent chacun une balle dans la tête, de manière exécutionnelle, avant de les écraser avec leur voiture. Il est glaçant de noter que ce n'était pas pour s'assurer qu'ils étaient à mort. Ils les avaient déjà abattus. Le but de les écraser avec le véhicule semblait être de mutiler les corps avant de quitter les lieux. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les frères Carr ne cherchèrent pas à quitter Wichita après ce crime d'une violence choquante. Ils ne quittèrent même pas le quartier. Ils retournèrent immédiatement à la maison de leur victime, qu'ils venaient de laisser allongée dans la neige, et commencèrent à détruire l'endroit avec leur club de golf. Ils y trouvèrent alors le chien de Holly, Nicky, caché sous un meuble, terrorisé par l'attaque. L'un des frères attira le chien vers lui avec des restes de nourriture, puis l'écrasa avec un coup de club de golf. Ce n'est qu'après avoir complètement saccagé la maison que les frères Carr pensèrent à partir, convaincus que tout témoin potentiel avait été réduit au silence et qu'ils n'auraient probablement jamais à répondre de leur crime. Mais ils se trompaient. De retour au complexe de Football Striker, les corps couverts de sang et marqués par les pneus gisaient dans la neige. Tous, sauf un. Holly G., bien que meurtrie, couverte de sang et battue, ouvrit lentement les yeux. Elle ne se souvenait pas comment elle était arrivée sur ce terrain enneigé, ni ne reconnaissait les corps à côté d'elle. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait retrouver son petit ami. Elle devait retrouver Jason. C'est ainsi qu'elle commença à marcher, presque nue, dans la nuit glaciale de Wichita, effrayée mais toujours en vie. Environ une demi-heure plus tard, un couple d'âge moyen fut réveillé par des coups frappés à leur porte. C'était Holly J., âgée de 25 ans, saignant et à moitié gelée. Selon le propriétaire, elle aurait dit « Je dois vous raconter mon histoire avant de mourir ». Miraculeusement, Holly J. survécut à l'attaque et parvint à identifier les frères Carr grâce à leurs anciennes photos d'identité judiciaire. Les 2 hommes furent arrêtés le lendemain de l'invasion de domicile, après une longue confrontation avec la police. Le procureur local déclara que le mobile des meurtres semblait être le vol. Cependant, il n'avait pas pris en compte que les frères Carr n'étaient jamais satisfaits, même après avoir tué leurs victimes. Ils ne retournèrent pas à la maison pour effacer des preuves, mais pour continuer à tout détruire.
Grâce au témoignage de Holly G., les deux frères furent reconnus coupables de presque toutes les 113 accusations portées contre eux, y compris enlèvement, vol, 4 chefs de meurtre avec préméditation et un chef de meurtre au premier degré. Ils furent condamnés à la peine de mort pour les meurtres prémédités ainsi qu'à la prison à vie, avec des décennies à purger avant d'être admissibles à la libération conditionnelle. Après leur emprisonnement, la couverture médiatique sensationnaliste de la série de crimes des frères Carr provoqua une panique généralisée dans la région de Wichita, entraînant une énorme augmentation des ventes d'armes à feu et de systèmes de sécurité à domicile.